Ce sont des heures cruciales pour Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu de 5 jours expire ce soir à minuit. L'Égypte tente d'arracher une prolongation de la trêve. Israël se prépare à une éventuelle reprise des hostilités. Après leur victoire hier et la reprise du barrage de Mossoul... Mais pourquoi ils y sont alors? Je te jure, je n'ai pas entendu. C'est peut-être mon truc n'était pas branché. Retour sur le plateau du Grand Direct et c'est l'heure du débat. Alors qu'on n'est qu'à quelques heures de l'expiration de la trêve entre Israël et le Hamas et que l'Égypte tente d'arracher une prolongation du cessez-le-feu. Une question ce soir, le Hamas défend-il les intérêts du peuple palestinien? On en parle avec nos experts. Ali Waked, spécialiste du monde arabe, bonsoir. Bonsoir Daniel. Et Dror Even Sapir, notre analyste politique. On va écouter, bonsoir, votre avis dans quelques instants. Mais avant cela, l'avis des téléspectateurs, car c'est sur cette question que l'on vous a interrogé ce soir. Le Hamas défend-il les intérêts du peuple palestinien? Julien, vous avez recueilli les réactions de nos téléspectateurs. Bonsoir Daniel, en effet, la question que nous avons posée à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est celle-ci. Le Hamas défend-il les intérêts du peuple palestinien? Alors je propose de regarder tout de suite les résultats de notre sondage. Et vous le voyez, 92% de nos internautes pensent que non, le Hamas ne défend pas les intérêts du peuple palestinien. Seulement 7% pensent le contraire et 1% n'ont pas d'opinion à ce sujet. Alors, nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux. Regardons ensemble quelques exemples, à commencer par ceux qui ont répondu oui à notre question. Loknesso affirme par exemple que le Hamas est né du blocus et de la répression israélienne. Il affirme ainsi que les membres du Hamas seraient finalement des mercenaires commandités par un peuple au bord de l'asphyxie. À l'inverse, Mazel Tov estime que le Hamas défend les intérêts du Qatar, de l'Union de l'UNRWA et de leurs dirigeants, mais sûrement pas des Palestiniens, ou du moins de ceux qui veulent la paix. Une référence, vous l'avez compris, aux opposants du Hamas en Cisjordanie. Bob Dana va même plus loin en affirmant que le Hamas n'apporte à son peuple que souffrance, mort, pauvreté et répression. Pour lui, le Hamas utilise le peuple comme, je cite, protection physique et diplomatique pour survivre. Un avis partagé par Shali Kapper qui pense que le Hamas est une idéologie qui cherche à faire plier le réel pour se confirmer à elle. Il estime comme le fascisme, le nazisme et le communisme avant lui, le Hamas est l'ennemi de son peuple. Voilà Daniel pour l'avis de nos internautes. Je vous laisse en débattre avec nos invités et je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat en postant leurs réponses sur Facebook, Twitter et sur notre site internet i24news.tv. Merci Julien pour ces réactions. Ali Waked, cette majorité écrasante de téléspectateurs qui estiment que le Hamas ne représente pas les intérêts du peuple palestinien, ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas, surtout quand j'ai vu les origines et les noms des internautes qui ont participé à ce sondage. Moi, j'aimerais savoir s'il y avait des Palestiniens ou des internautes d'origine arabe qui ont participé à ce sondage. Moi, je pense qu'il faut être collé aux faits. Et les faits prouvent que le Hamas a gagné les élections à une majorité écrasante, les élections qui ont eu lieu en 2006, et que le Hamas se contente encore d'une très grande popularité au sein de la population palestinienne. C'est-à-dire même s'il y a une bonne partie de la population palestinienne qui ne va pas revoter pour le Hamas dans des prochaines élections, ça ne signifie pas que les Palestiniens n'adoptent pas la doctrine ou l'idéologie du Hamas. C'est simplement ils pensent que l'heure du Hamas en tant que représentant de l'islam politique dans un environnement régional qui est hostile à leur présence à l'islam politique n'est pas encore venu. Et il est intéressant de voir que les sondages qui sont faits à la bande de Gaza prouve qu'une majorité de la population ne votera pas Hamas, alors qu'en Cisjordanie, les résultats sont contraires. Une bonne partie de la population ou une majorité de la population palestinienne votera pour le Hamas. Maintenant, la question, est-ce qu'il défend les intérêts? C'est une question relative. Ça dépend quand on pose cette question, à qui on pose cette question et dans quelles circonstances politiques locaux et internationaux. Mais la preuve, c'est que le Hamas, malgré ce qu'on a vu à Gaza, la
destruction massive, le blocus qui a suivi l'élection du Hamas et la montée au pouvoir du Hamas, il y a encore un noyau très dur au sein de la population palestinienne, au sein de la société palestinienne qui soutient le Hamas. Mais qu'est-ce qu'il représente, ce noyau, dans cette population palestinienne? Quelle est la proportion de cette population qui soutient le Hamas aujourd'hui et ses méthodes, pas seulement la doctrine? Le contexte, il faut, quand on traite du Hamas, il faut le traiter dans le contexte idéologique et régional. Le Hamas fait partie de la famille de l'islam politique et plus précisément de la famille des frères musulmans. Les frères musulmans qui ont été les gagnants du printemps arabe, et le Hamas fait partie de cette expérience. Mais il ne faut pas oublier, Daniel, aussi que le Hamas est monté sur les népotismes et la corruption qui a caractérisé l'autorité palestinienne, qui a caractérisé les mouvements séculaires, soit de gauche, soit de droite, soit libéraux, soit conservateurs, au sein de la population palestinienne. Le Hamas représentait une autre expérience, une expérience un peu plus nouvelle, un peu plus fraîche, une expérience des dirigeants qui ont vu leur maison démolie et non pas des dirigeants qui ont passé leur temps dans des villas en Tunisie ou ailleurs. Et je mentionne là les dirigeants du Fatah et de l'OLP par exemple. Et on en reparlera de cette dualité parce qu'il y en a un autre qui est dans un beau palace, c'est Khaled Meshal au Qatar. Toujours est-il que ce soir, le Hamas dans Réveil Saint-Pierre discute indirectement avec Israël au Caire. Israël se dit prêt à satisfaire les exigences de l'organisation en échange d'une démilitarisation, ce que le Hamas refuse catégoriquement au détriment de la reconstruction de la bande de Gaza finalement. Quelle est sa priorité aujourd'hui? Oui, bien évidemment, parce que l'une des raisons pour lesquelles les négociations bloquent au Caire, c'est que le Hamas, par exemple, ne veut pas entendre parler d'un contrôle strict au point de passage autour de la bande de Gaza. En d'autres termes, le Hamas veut pouvoir continuer à se réarmer. Et on a vu à quel point il avait utilisé une grande partie des ressources qui étaient transmises à la bande de Gaza pour se doter d'un arsenal considérable de missiles, pour construire ces fameux tunnels souterrains. Donc bien évidemment, le Hamas est en fait en permanence dans une logique guerrière, pas dans une logique de construction. C'est un peu l'inverse de l'ancien Premier ministre de l'autorité palestinienne, Salam Fayyad, qui avait, lui, au contraire, utilisé une grande partie des ressources que la communauté internationale et que le monde arabe en partie versait à l'autorité palestinienne pour construire des infrastructures nationales qui auraient pu peut-être servir de squelette à un État en devenir. Le Hamas est dans une logique qui est tout à fait opposée. Et je voudrais rebondir sur ce que Ali Waked a dit tout à l'heure. La popularité du Hamas, oui, elle est incontestable, mais qui dit popularité ne dit pas forcément défense des intérêts du peuple en question. Ça, c'est un premier point. Ça voudrait dire quoi? Que la population palestinienne ne se rend pas compte que le Hamas ne défend pas ses intérêts? Lorsque Ali Waked, et c'est vraiment intéressant, a fait part de ce paradoxe que le Hamas reste populaire en Cisjordanie et qu'en Cisjordanie, il pourrait peut-être même remporter les élections si des élections étaient organisées. Mais que dans la bande de Gaza, qui est dirigée par le Hamas, qui a été dirigée par le Hamas au cours de ces dernières années, eh bien, c'est tout à fait le contraire. Eh bien, ça montre que les Gazaouis, comme les Égyptiens d'ailleurs, eh bien, lorsqu'ils se sont débarrassés de Mohamed Morsi et des frères musulmans, eh bien, ont constaté que l'islamisme politique au pouvoir, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas presque par définition. Il y a presque une structure interne qui fait que entre le jusqu'au-boutisme islamiste et l'exercice du pouvoir, eh bien, il y a une contradiction qui ne peut pas être réglée. Par conséquent, on peut bien évidemment répondre par la négative à la question qu'on a posée. Vous êtes d'accord, ça vient d'une désillusion de la politique, ce cautionnement de la violence par la population palestinienne, c'est parce qu'elle est désillusionnée aujourd'hui? L'islam politique, Daniel, n'a pas encore d'expérience d'exercer le pouvoir. Le même... en Égypte, en Algérie, au sein des frères musulmans égyptiens, il y avait le même débat que le Hamas a subi il y a 7-8 ans, à la veille des élections palestiniennes de 2006. Il y avait deux tendances, deux courants au sein même du Hamas. Un qui disait qu'il ne faut pas participer aux élections et qu'il faut continuer à exercer les activités de charité, de dawa, de conquérir les cœurs des masses et non pas de conquérir les pouvoirs. L'islamisation par le bas.
Tout à fait. Et une tendance qui disait non, qu'il faut déjà, on est prêt, on veut exercer le pouvoir. Comme d'ailleurs, je me souviens, au sein des frères musulmans égyptiens, il y avait ce même débat. Et à la première minute, suite à la chute de Hosni Moubarak, les frères musulmans ont déclaré qu'ils veulent se doter de quelques portefeuilles sociaux et du poste du président adjoint de la République égyptienne. Mais le dynamisme de la révolution égyptienne a fait de sorte qu'ils ont décidé de se présenter au pouvoir. Et d'ailleurs, au sein même du mouvement mondial des frères musulmans, cette question se déroule encore. Cette question domine et les discussions et les débats au sein des frères musulmans. La direction mondiale des frères musulmans qui se réunit en permanence en Turquie n'a pas encore décidé est-ce que ça vaut le coup pour les frères musulmans d'essayer de prendre les pouvoirs dans les pays où c'est possible ou de continuer à faire le travail, de base. D'ailleurs, Ranouchi, le guide tunisien de Al-Nahda égyptienne, lui était aussi contre la présentation aux élections selon des sources aux frères musulmans, mais finalement c'était le courant au sein des frères musulmans qui a imposé au Nahda comme aux frères musulmans en Égypte de se présenter aux élections dans le but de gagner et de remporter ces élections. Mais les masses ont découvert que les slogans que vous entendez quand vous êtes à l'opposition ou quand vous êtes même en campagne sont très durs quand il y a un environnement régional qui est hostile. Et comment est-ce que le Hamas veut gouverner les Palestiniens alors qu'il n'est pas prêt à négocier, qu'il n'est pas prêt à collaborer avec Israël? Cette dualité entre le politique et le militaire, on la retrouve même aujourd'hui au sein du Hamas, qui est divisé entre plusieurs branches. Il y a la branche qui est dans la bande de Gaza et l'autre, on l'a dit, complètement déconnectée de la réalité avec la bande de Gaza, celle de Khaled Meshaal, qui est inflexible depuis son palace au Qatar 5 étoiles. Et qui incite la délégation palestinienne aux négociations du Caire à ne céder sur absolument rien. Il y a très nettement, et c'est pas la première fois qu'on constate, une différence d'approche entre le Hamas de Gaza, qui lui aussi est divisé, branche politique, branche militaire, et le Hamas en exil au Qatar. Et il faudrait peut-être aussi s'interroger sur le rôle du Qatar, bailleur de fonds, et donc, en quelque sorte, le Qatar dicte d'une certaine manière le comportement du Hamas. Mais Khaled Meshaal, lui, a incité la délégation des négociateurs palestiniens au Caire à ne céder sur rien, à camper sur ses positions, et par conséquent, l'une des raisons pour lesquelles les négociations n'ont pas abouti, l'une des raisons, c'est pas la seule, c'est l'intransigeance de Khaled Meshaal et cette division entre le Hamas sur le terrain et le Hamas en exil. Est-ce qu'il y a une oui. Le plus grand critique qu'on reproche au Hamas, c'est ce que vient de dire Dror, c'est que la décision du Hamas n'est pas indépendante du fait que le Hamas est soutenu financièrement par des États étrangers. Avant la crise syrienne... C'est ce que disait ce téléspectateur finalement, c'est que le Hamas est plus soucieux de remplir les exigences de ses acteurs régionaux que celles de la population palestinienne. Avant la crise syrienne, l'OLP et une bonne partie de la population palestinienne reprochaient au Hamas de représenter l'agenda et les intérêts iraniens. Maintenant, on leur reproche de représenter l'agenda et les intérêts du Qatar et non pas du peuple palestinien. Dans ce contexte, oui, j'admets que le Hamas a du mal à se défendre quand on lui reproche qu'il représente plutôt les intérêts du Qatar que les intérêts du peuple palestinien. Les intérêts du peuple palestinien en ce moment exigent un cessez-le-feu, exigent un retour au calme, même au prix de reporter à quelques semaines les pourparlers, les négociations sur la levée du blocus, alors que comme le Hamas fait partie des frères musulmans, les frères musulmans sont la clé ou l'outil avec lequel le Qatar essaie de construire sa position régionale et internationale. Il y a une pression de la part du Qatar et de la direction du Hamas qui se trouve au Qatar d'aller jusqu'au bout dans ces négociations. Voilà, beaucoup d'intérêts en jeu, on l'aura bien compris dans ce débat. Le Hamas ne représente pas, ne défend pas les intérêts de la population palestinienne. Qui d'autre? Alors, est-ce qu'il y a une alternative viable aujourd'hui, Dror?
Bien évidemment, c'est celle de Mahmoud Abbas et du Fatah qui devraient pouvoir reprendre pied en quelque sorte dans la bande de Gaza à l'occasion des négociations, même si les négociations probablement dans quelques heures on va apprendre qu'elles auront échoué, mais on peut imaginer qu'elles reprendront par la suite et on peut imaginer encore une fois sous la pression internationale également que Mahmoud Abbas et le Fatah, l'autorité palestinienne, reprennent pied. Et puis dans la bande de Gaza, et aujourd'hui on a appris, c'est le service de sécurité intérieure israélien, le Shabak, qui l'a dévoilé, eh bien que plusieurs dizaines de militants du Hamas en Cisjordanie avaient été arrêtés et qu'il prévoyait d'ouvrir un second front en Cisjordanie pendant la guerre à Gaza en initiant plusieurs attentats terroristes, en initiant un soulèvement, une troisième intifada, dont l'objectif aurait été le renversement de Mahmoud Abbas et du gouvernement de l'autorité palestinienne à Ramallah. Là, bien évidemment, on peut effectivement considérer qu'il y a un conflit d'intérêts réel entre un Hamas jusqu'au boutiste, un Hamas totalitaire également, parce que malgré le gouvernement de réconciliation nationale qui avait été mis sur pied il y a quelques mois maintenant, malgré le fait que le Hamas affaibli sur le plan international avait accepté donc de se rapprocher du Fatah, on a eu l'impression qu'à l'occasion de cette guerre, il a repris ses mauvaises habitudes et donc et quand je parle de mauvaises habitudes, il y a presque dans l'idéologie du Hamas, quelque chose qui n'admet pas qu'il puisse y avoir un pluralisme, une pluralité d'opinion, une pluralité de partis, puisque l'islamisme, la charia comme constitution n'admet pas qu'il y ait des partis politiques laïcs qui pourraient avoir leur rôle à jouer. Alors bien évidemment en Tunisie on a eu l'exemple contraire avec les islamistes qui se sont d'eux-mêmes un petit peu retirés du pouvoir, mais là avec le Hamas on a l'exemple d'un islam politique aux tendances totalitaires. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Merci d'y avoir participé. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour l'invité du Grand Direct. Il s'agit d'un homme politique israélien, Avraham Burg. Il a été notamment président de la Knesset. Restez avec nous, c'est dans une poignée de secondes sur i24 News.